Il nous faut reparler maintenant de l'Amérique latine, de ce qui se passe en Amérique latine, puisque Donald Trump envisage plusieurs options pour une action militaire contre le Venezuela. Et nous avons le plaisir de recevoir Pascal Drouot. Pascal Drouot, avancez-vous, venez. Vous êtes expert en géopolitique, chercheur associé auprès de l'Institut Choiseul et président de l'association France-Amérique latine. Bonsoir. Merci. Regardons un instant ce post de Pete Hegseth. De Pete Hegseth, donc, sur X hier, à ce propos, que dit-il? Le président Trump a ordonné une intervention, donc là c'est maintenant complètement officiel, et le département de la guerre s'en charge. Pas le département de la défense, c'est le département de la guerre, il le nomme. Aujourd'hui, j'annonce le lancement de l'opération Southern Spear, donc l'opération Lance du Sud. Pascal Drouot, à quoi peut-on s'attendre? Parce que là, ça dure depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est monté en puissance. Vous étiez déjà venu sur ce plateau pour nous en parler. Mais qu'est-ce qui va changer là avec le lancement officiel de cette opération? Je crois que la position désormais des États-Unis est extrêmement claire. Les États-Unis, avec leurs alliés dans la région des Caraïbes, on peut s'attendre, il faut s'attendre désormais à des frappes ciblées, je pense. Ça a été clairement défini. Comme vous l'avez parfaitement dit, depuis hier, l'opération qui était jusqu'à présent le conflit armé contre les cartels de la drogue en Amérique latine porte un nom, Lance du Sud, vous l'avez rappelé, avec des objectifs très clairs: éliminer les cartels de la drogue. Mais est-ce que des avions de guerre américains vont décoller du porte-avions Ford qui croise dans les eaux des Caraïbes et vont abattre des cibles au Venezuela? C'est ce que vous pensez? Il y a une mauvaise blague qui circule en ce moment en Amérique latine, où l'on dit que celui qui aura la peau en fait de Nicolas Maduro, c'est Ford. C'est Gerald Ford, c'est pas Donald Trump. Donc c'est bien le porte-avions. Oui, c'est tout à fait. Donc tout le monde a peur. Alors, je ne sais pas si tout le monde a peur, parce que je crois que certains, justement, se félicitent. Il faut quand même aussi resituer les choses. Nous parlons de cartels de la drogue sur l'ensemble du continent latino-américain, du Mexique jusqu'aux pays andins. Oui. Ils ont été clairement définis. Et d'autre part, le fait que des régimes, notamment celui de Nicolas Maduro, qui est le président de facto du Venezuela, mais qui a volé les élections le 24 juillet dernier, qui les avait déjà volées en 2018, qui est à la tête d'un pays où 8 millions d'habitants sur 30 sont partis à pied rejoindre ou la Colombie, ou les États-Unis, ou le sud d'où la colère de Donald Trump, l'Amérique latine. Donc en effet, il est placé au centre de cartel, le cartel des Soleils, qui est une organisation qui protège... Là, vous parlez pour le Venezuela. D'autres cartels, le Venezuela. Oui. Mais en effet... Parce qu'il est au centre, le Venezuela, de cette colère de Donald Trump, même si ça touche cette guerre contre les narcotrafiquants, l'ensemble des pays, comme vous nous l'expliquez. Ouais. Alors, c'est pas simplement de la colère. En fait, je dirais, le talent de l'administration américaine aujourd'hui, c'est d'avoir fait de ce conflit armé contre un mal réel en Amérique latine et qui s'est diffusé dans le monde. Nous sommes, nous, pays consommateurs. Les pays producteurs sont en effet en Amérique latine. Je rappelle que la Colombie, c'est le premier producteur de cocaïne au monde. Mais en effet, Donald Trump a fait de ce conflit un sujet de sécurité nationale immédiat. Il considère que les États-Unis sont en danger immédiat. C'est ce qui a été dit hier, vous l'avez rappelé, par le ministre de la Guerre des États-Unis. Et ils vont au bout de cette logique. Moi, j'ai une question à vous poser. Il y a quand même un argument qui consiste à dire que si Trump déstabilise le Venezuela, ça risque de se propager dans la région. La Colombie a déjà cessé de partager son renseignement avec les Américains parce que Trump a aussi commencé à menacer la Colombie. Qu'aujourd'hui, la Colombie réussit à plus ou moins... Alors, il y a encore énormément de problèmes avec les cartels de drogue, mais il y a un équilibre qui a réussi à se mettre en place entre les FARC, entre les paramilitaires et le gouvernement. Et il y a certaines personnes qui disent s'il y a une déstabilisation importante au Venezuela, avec un influx de réfugiés, plus des membres des cartels vénézuéliens qui viendraient en Colombie, ça risque de complètement déstabiliser la situation actuelle et de rendre la région encore plus volatile et que ça ne résoudra pas le problème des narcotrafiquants. Je ne suis pas spécialiste de la région, mais j'aimerais beaucoup votre avis là-dessus. Alors, d'abord, il va y avoir un effet de domino à l'envers. La Colombie, paradoxalement, a le statut de allié majeur hors OTAN des États-Unis.
le tiers de son commerce, le tiers de ses exportations se font avec les États-Unis. Les échanges en termes de renseignements sur le plan commercial, sur le plan culturel, sont naturels avec Washington et vice-versa. Et depuis des années, vous savez ce que l'on vit aujourd'hui, on l'a déjà vécu il y a 25 ans, le plan Colombie en 2000, qui avait pour objectif de renforcer les forces armées contre, vous l'avez dit Samantha, les FARC, et qui a abouti des années après à un accord de paix en 2016, c'était déjà les prémices de ce qui se passe aujourd'hui. Simplement, tous ces pays ne sont pas des victimes. Gustavo Petro, le président colombien qui est arrivé il y a 3 ans, il veut une rupture. Il veut une rupture avec les États-Unis. Il a rompu avec le premier fournisseur d'armement de la Colombie. Vous savez qui est le premier fournisseur ? Israël. Donc il y a en fait une vision, oui, il y a une alliance de pays qui se considèrent des pays du Sud, avec une approche qui est anti-Occident, anti-USA et construire un autre ordre international. Sur une approche anti-USA, il y a le discours de Nicolas Maduro qui est très clair. Hier, il était à Caracas, dans un bain de foule face à des jeunes, et voici ce qu'il a martelé. Levez la main si vous voulez que le Venezuela devienne une colonie yankee. Levez la main si vous voulez que les fascistes prennent le pouvoir politique au Venezuela. Levez la main si vous voulez que cette république soit libre et indépendante pour toujours. Si vous voulez que cette jeunesse soit rebelle. Renaud Girard. Moi, j'ai une question à poser aussi à Pascal Drot, parce qu'il y a 2 possibilités. Ou bien on va vers une guerre, je dirais, néoconservatrice pour changer le régime, et ça, c'est sur le mode effectivement de changer l'Irak, c'était la guerre de 2003. C'est-à-dire derrière ce déploiement militaire, est-ce que l'objectif est un changement de régime ? Voilà. Ou est-ce que simplement, ça va rester limité à... Il y a un grand débat, rester limité à la destruction du narcotrafic. Alors hier, sur ce plateau, Thierry Breton a dit non, c'est une guerre de changement de régime. Et moi, j'ai dit, j'y crois pas parce que c'est pas dans l'idéologie de Trump. Mais j'ai peut-être tort. Alors, qu'est-ce qui a raison ? C'est Thierry Breton ou c'est moi ? Ah, c'est ça que vous voulez savoir. Bon. Parce qu'il est un expert. Voilà. Merci, Renaud Girard. Je pense que tous les objectifs, en fait, évoluent au fil des semaines. C'est vrai qu'il y a un vrai problème en Amérique latine, depuis d'ailleurs la période... D'accord, mais est-ce que Donald Trump est en train de le régler en faisant comme ça ? 8 millions de dollars par jour, ça lui coûte ce porte-avions Ford sur place. Ouais. Il a bien identifié... L'ensemble. En tout cas, Donald Trump a identifié des régimes, notamment celui de Nicolas Maduro, notamment celui de Daniel Ortega au Nicaragua. Donc il va en effet, si jamais Nicolas Maduro devait quitter le pouvoir, ce qui, je crois, si ça doit arriver, ça va arriver très vite, très prochainement, et ce mois-ci. Derrière... Vous pensez que Nicolas Maduro va quitter le pouvoir ce mois-ci ? C'est possible. C'est possible. Pas de son plein gré, visiblement. Oui, c'est-à-dire être forcé. Naturellement. D'ailleurs, il a mené les élections, il est au pouvoir depuis 2013. Il n'a pas envie de quitter le pouvoir. D'ailleurs, les images que a montrées Madame Niva rappellent d'ailleurs les images de Saddam Hussein quelques jours avant sa chute. Ah oui, qui va le forcer à partir Mais aujourd'hui, le New York Times dit aussi qu'il y a peut-être aussi une volonté chez Trump de pouvoir négocier un nouvel accès d'ExxonMobil aux champs de pétrole de l'Orinoco. Oui. Et qu'il y a aussi beaucoup d'or. Moi, ce que je vois, non, mais bien évidemment, le Venezuela, ce sont les premières réserves au monde en pétrole. 18% des réserves mondiales. L'Arabie Saoudite, c'est 15%. Donc bien sûr qu'il y a ça. Mais non, Donald Trump s'attaque à un sujet qu'il considère être de politique intérieure, de sécurité nationale, c'est la drogue. Donc il va à la source de ce problème. La source des problèmes, ce sont les pays producteurs, ce sont les pays protecteurs. Il se trouve que le Venezuela, en effet, a essayé d'engager depuis des années, depuis Hugo Chavez, rappelez-vous de l'ALBA, de cette construction d'alliance de pays d'Amérique latine qui avait pour objectif de renverser l'ordre international. Donc évidemment que Donald Trump, en arrivant, conseillé par des hommes qui connaissent très bien l'Amérique latine, Marco Rubio, mais pas seulement, je pense au sénateur de l'Ohio, Bernie Moreno, qui est né à Bogota,
qui est un Colombien, qui a acquis la nationalité américaine, qui connaît la situation du narco dans la région. Donc il est très bien conseillé, Donald Trump. Il ne fait pas ça sur un coup de colère. Il ne fait pas ça sur un coup de colère, mais ce qu'il fait suscite quelques inquiétudes. Mais évidemment. Jean-Noël Barrot était particulièrement préoccupé. Il le disait juste avant que ça soit officiellement commencé, cette opération. Nous avons observé avec préoccupation les opérations militaires dans la zone Caraïbe parce qu'elles s'affranchissent du droit international et parce que la France, dans cette région, est présente avec ces territoires d'outre-mer dans lesquels résident plus d'1 million de nos compatriotes et qui pourraient donc être affectés par l'instabilité provoquée par d'éventuelles escalades que nous voulons évidemment éviter. La France est préoccupée de Camangais et je rappelle que la Grande-Bretagne, ça c'est intéressant, avait renoncé il y a plus d'un mois à partager ses renseignements justement avec Washington pour ne pas être complice de frappes américaines. Parce qu'il y a des frappes américaines, il y a déjà plus de 75 morts à cause de ces attaques dans les Caraïbes. Ah oui, parce que l'enjeu au-delà de la situation du Venezuela que vous avez parfaitement décrite, c'est que c'est toute l'Amérique du Sud. Et c'est pas rien, toute l'Amérique du Sud. Je rappelle qu'au sud de tout ça, il y a le Brésil, qui est une puissance majeure aujourd'hui, avec laquelle Trump s'est réconcilié, les Européens discutent, enfin bon. Trump a une obsession. Trump, on commence à connaître, fonctionne par obsession. Et qui ne sont pas forcément illogiques. Je veux dire. Le Venezuela, souvenez-vous, moi, il se trouve que j'étais au Salvador au moment où Trump a déporté littéralement des gens qu'il considérait comme des criminels vénézuéliens immigrés aux États-Unis dans une prison de haute sécurité qui s'appelle le Sécote au Salvador, une prison qui est décrite, et j'y suis entré, comme un enfer absolu. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il a une obsession avec le Venezuela parce qu'il considère que le Venezuela est un élément déstabilisateur à l'intérieur des États-Unis. Il y a le Mexique, qui est un pays frontalier, mais le Venezuela, c'est pour lui obsessionnel, au point d'être capable de se mettre dans l'illégalité totale, parce qu'il avait quand même envoyé des avions contre l'avis de différentes cours fédérales, et en prétextant, en disant oui, mais l'avis est tombé après le décollage des avions, donc c'est pas grave. Tout ça a été contesté depuis en justice, beaucoup sont revenus aux États-Unis, ou ailleurs en Amérique du Sud, et notamment au Venezuela, et donc tout porte à croire, et c'est pour ça, pour répondre un peu longuement à votre question, qu'un certain nombre de pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne, se disent on n'a pas trop envie de participer. On ne veut pas être lié à ça. Maduro, c'est une chose. Et que le régime de Maduro, qui est dénoncé par la France et par la Grande-Bretagne, les élections ont été largement tronquées, voire truquées, mais de là à participer ou à avaliser une opération militaire au Venezuela, Paris et Londres ne veulent absolument pas être associés à ça. Mais la question, c'est jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller pour avoir le recours à cette force militaire. On n'est pas sur le schéma irakien. Du tout. Je crois que l'on est sur des frappes. Non, on est sur des frappes précises, ciblées, bien évidemment. Le régime, c'est un régime autoritaire au Venezuela. Il peut y avoir une trahison. La tête de Nicolás Maduro est mise à prix. Vous êtes en train de nous dire, Pascal Drou, vous étiez presque en train de nous dire que les jours de Nicolás Maduro étaient comptés au pouvoir. Donc, vous pensez que cette opération ciblée américaine qui a été lancée hier et officiellement va aboutir à cela? Les Américains ont commencé à s'engager depuis le mois d'août. Donc hier, en effet, ils ont donné un nom, des objectifs précis. Ça veut dire ça y est, c'est parti. C'est parti. Exactement. Ils ont mis 15 millions, comme dans le Far West au 19e siècle, ils ont mis 15 millions de dollars sur la tête de Maduro. Et vous me rapportez la tête de Maduro, vous avez 15 millions de dollars. Et c'est quelque chose qui peut tenter, et je crois d'ailleurs qu'il a été écarté, ça peut tenter un pilote d'hélicoptère, vous voyez, qui se dit, bon, j'emmène mon patron, je lui dis que je l'emmène là, puis je l'emmène ailleurs. Vous en avez des idées. J'atterris sur le Ford, qui n'est pas très loin, et voilà M. Maduro, et merci pour mes 15 millions de dollars. Bien sûr, le pilote de l'avion présidentiel vénézuélien a été écarté il y a une dizaine de jours. Ah oui. Bah oui, voilà. Ah oui, donc Renaud Girard n'est pas loin de la réalité. Michel Royal. Bien comprendre que le dispositif militaire qui est mis en place par les Américains,
que ce soit le groupe aéronaval autour du General Ford. Gigantesque, quand même. Oui, c'est énorme. Mais il y a aussi des destroyers, il y a aussi un sous-marin nucléaire d'attaque, il y a un groupe amphibie avec un bataillon de Marines, des hélicoptères, il y a des bombardiers à porte. Très impressionnant. Oui, non, c'est un dispositif important. Et généralement, on ne déploie pas un dispositif aussi important sans avoir quand même une petite idée. Il faut qu'il y ait l'idée d'agir derrière. Voilà, il faut qu'on obtienne quelque chose derrière. Maintenant, c'est un dispositif de frappe. Et c'est uniquement un dispositif de frappe. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une brigade un régiment de Marines ou une brigade du US Army qui va débarquer. Trump n'a jamais fait ça. Il n'a fait que des frappes dans toutes ces guerres, ces petites guerres. Mais le problème, c'est, les frappes, des frappes sur quoi? Sur narcotrafiquants, sur quoi? Sur le palais présidentiel, Bien sûr. Des tentatives de décapitation. Mais bien sûr, parce qu'on est dans une logique d'abord, de guérilla. Alors, en effet, il y a ce dispositif. C'est 10% de la marine américaine qui est déployée actuellement. Non, c'est colossal. C'est énorme. Vous l'avez parfaitement dit, mon colonel. Ceci étant, il y a bien évidemment une approche politique, mais le travail au sol est fait. L'opposition est là. Maria Corina Machado, la nouvelle prix Nobel de la paix, qui est en clandestinité, qui a annoncé d'ailleurs, qui a fait savoir qu'elle assisterait à la remise du prix à Oslo, en mettant en danger sa vie d'ailleurs. Sur le plan politique, la relève est assurée. Et nous sommes à la révolution, c'est un soutien à une révolution. Non, mais il n'y a pas de révolution. Ça sera le renversement d'un régime qui n'est pas légitime, qui est autoritaire. Le président qui est reconnu constitutionnel, c'est Edmundo Urrutia, qui est reconnu. En effet, vous avez montré tout à l'heure les images du ministre des Affaires étrangères. C'était la semaine dernière, lors du sommet de la CELAC, qui est la communauté des États latino-américains, avec l'Union européenne. Et l'Union européenne, comme toujours, en effet, fait prévaloir le droit international et donc ne peut pas appuyer, évidemment, l'opération, qui est une opération de force. Mais est-ce que l'Union européenne et l'opinion des dirigeants de l'Union européenne importent dans cette... C'est une excellente question. Oui, mais c'est justement une excellente question, mais qui montre justement la position paradoxale, notamment de pays comme la France. Parce que la France est un pays... En quoi paradoxal? D'abord, parce que la France, elle est terre latino-américaine. Elle est présente dans les Caraïbes. La première frontière de la France avec un pays étranger, c'est le Brésil. La distance entre la Guyane et le Venezuela, c'est l'île Bayonne. L'île Perpignan. Donc c'est très peu. Nous sommes concernés par ce qu'il se passe. Donc la position est paradoxale, parce qu'en effet, le ministre a rappelé que la France soutenait le combat contre le narcotrafic, mais n'entend pas participer de cette opération. Ceci étant, la première intervention de Emmanuel Macron en 2017, élu tout de suite après son élection, avait été de dénoncer Nicolás Maduro. Mais le problème des combats contre les narcotrafiquants, c'est leur décentralisation, c'est la multiplicité des pouvoirs. C'est pas comme s'attaquer à un pays et à un gouvernement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense au votre contrôle, bien sûr, mais si je ne me trompe pas, le Venezuela est surtout un importateur de fentanyl, un importateur de précurseurs de fentanyl, mais que les vrais laboratoires, le vrai problème se trouve au Mexique. Donc pourquoi, si Donald Trump voulait faire quelque chose d'efficace, moi je trouve qu'il devrait frapper sur plusieurs fronts et que là encore le Maduro tout seul, que je ne soutiens pas du tout, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Oui, on a l'impression que c'est Maduro tout seul toute la richesse du Venezuela qui reçoit l'IR aussi peut-être américaine dans la ligne vous avez raison, Samantha. de Trump. Oui, vous avez raison. Pourquoi? Parce que Nicolás Maduro incarne une vision politique totalement en rupture, en opposition avec les États-Unis, d'une part. D'autre part, parce que le Venezuela, c'est la base arrière de cartels, c'est la base arrière de mouvements armés. Ça a été longtemps le cas avec les FARC, et que l'administration américaine, mais tout le monde en Amérique latine, a compris que la chute de Maduro, c'est derrière les dominos. C'est Ortega au Nicaragua, quid de Cuba, parce que c'est ça qui va se passer prochainement. Et le secrétaire d'État américain à la Défense, Marco Rubio, lui, commente à propos du conflit entre la Russie et l'Ukraine pour, bien sûr, souligner le fait que la Russie ne veut pas la guerre, c'est ce qu'il a cru comprendre. En revanche, elle ne veut pas la paix, pardon. Évidemment, la Russie ne veut pas la paix, c'est ce qu'a souligné Marco Rubio. En revanche, elle aimerait bien avoir la totalité d'une certaine région de l'Ukraine.